Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais je suis en colère. Le 20 avril dernier, la décision du tribunal administratif de Toulouse est tombée. Le pavillon Nanta doit être libéré, privant de fait le DAL 31, le comité social Abbé Pierre et l'association La Cloche des lieux d'accueil qui leur permettaient d'œuvrer au service des plus précaires sur le site de l'hôpital Lagrave. Jamais d'ailleurs le mot d'hôpital n'aura été aussi mal porté. Hôpital, souvenez-vous, établissement de soins. Le soin, c'est ce que réalisaient ces associations depuis le départ des services médicaux du CHU de Toulouse, terrains qui depuis ont été vendus au promoteur Kaufmann & Broad en 2016 par la mairie de Toulouse et le CHU à charge pour Kaufmann & Broad d'y construire des appartements. La mairie de Toulouse gardant une partie de l'espace autour du dôme Saint-Joseph, paraît-il, pour y installer des espaces verts. Un pôle de santé existe encore néanmoins à Lagrave, essentiellement lié à des actions de prévention et y accueille un centre de recherche, un centre de dépistage d'Alzheimer, l'Institut régional d'éducation et de promotion de la santé en Occitanie, l'IRPS. Existe donc la notion de soins à Lagrave. Place désormais aux pelleteuses sur le site de l'ancien centre de recherche et de soins anticancéreux Claudius Régaud. Livraison des appartements et des duplex de luxe autour d'1 million d'euros le duplex, avec méga terrasse et vue imprenable sur le Dôme et la Garonne en 2023. 50% de logements privés, 50% de logements sociaux, annonce la mairie. La même qui réaffirmait pendant la campagne municipale de l'an dernier sa volonté que le site de Lagrave soit encore accessible pour des activités et services à destination des personnes les plus vulnérables. C'est vous dire si la parole de la mairie est fiable. Une mise à disposition de locaux, résultat d'un an de discussion avec le DAL 31, le centre social Abbé Pierre et les élus, n'attendait pourtant plus que la signature de la mairie. Et puis, passé le second tour des élections municipales de l'an dernier, on est passé aux choses sérieuses. Fin de la récré, expulsion, démolition. Jean-Luc Moudenc écrivant en novembre 2020 que finalement, cette convention de relogement ne pourra être signée en raison de difficultés financières de la collectivité dues à la crise sanitaire. Ah, cette sacrée crise sanitaire qui, une fois de plus, a bon dos. Au-delà du cheminement de la pensée souvent tordue et pour le moins labyrinthique de notre bon maire de Toulouse, spécialiste de l'appel au dialogue en surface et du passage en force en sous-main, souvenez-vous de la démolition du Bleu-Bleu en décembre 2020, de la fermeture pour cause sécuritaire de Mix-Armiris en janvier 21, alors que la suppression de la subvention municipale accordée à Mix-Armiris avait été actée un mois plus tôt. L'assurance que le pavillon Mazars devait rester un lieu dédié au théâtre. Nous contribuerons au rachat du pavillon Mazars, c'est une évidence, avait même péroré Nicole Yardeni lors d'une réunion électorale. Nicole Yardeni, adjointe au maire en charge du dialogue avec les acteurs de la culture, et tout ça avec le succès que l'on sait. Au-delà donc d'être un nouveau révélateur de la façon de faire de l'équipe municipale, cette expulsion initiée par la mairie et validée par la justice est surtout emblématique de la façon dont les pouvoirs publics envisagent le devenir de la ville. Gentrification du centre-ville, exclusion des plus pauvres vers la périphérie,
destruction du tissu associatif, assèchement des crédits pour la culture alternative. Rajoutez à cela un nouvel exemple de casse de l'hôpital avec la fermeture de la Grave et nous voilà bien habillés pour l'hiver. Elle est pas belle la vie, mais après tout nous avons le maire que l'on mérite. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 32, réalisé ce soir par Marc Lazaro. Ce soir on parle de musique avec Cédric Laval et puis Hugo Collin, membre du groupe de jazz prog Ball, à l'occasion de la sortie de leur premier EP dont nous écouterons 2 titres. Changement d'ambiance ensuite avec Underground Therapy, groupe de rock tendance métal lourd dont je recevrai Sarah Naspliez, Anthony Dubarry et Tom Gibili, respectivement chanteuses et guitaristes de ce groupe. On les attend toujours, ils sont bloqués au centre-ville, on espère qu'ils seront arrivés d'ici une vingtaine de minutes. Et entre ces 2 groupes, notre bon professeur Thibaut nous rejoindra pour une nouvelle chronique de cinéphilie décalée, foutaque et néanmoins essentielle. Mais on commence tout de suite avec la nouveauté de la semaine. Pilier plutôt souterrain de la scène pop-rock indie toulousaine, Jean-Pierre Isnardi continue contre vents et marées à produire une musique et des compositions où la pop la plus fine se mélange à des guitares acides et des sonorités électro. Son groupe fétiche reste Pas de printemps pour Marny, formation à géométrie variable dont il est le point central de convergence. Un nouvel album est sur le point de sortir. On parle plutôt pour cette sortie de fin mai. En attendant, nous avons reçu un premier 2 titres envoyés à titre amical. Pas de printemps pour Marny, Captive Inside. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Et
on va commencer tout de suite avec ce premier album donc, du groupe Bol, Cédric Laval, le guitariste et le leader de la formation est à ma droite, Hugo Collin, le saxophoniste de ce sextet est à ma gauche, et ensemble nous allons un peu parler de ce groupe que moi je qualifie de jazz prog. J'ai entendu dire jazz sauvage, on parlera un peu de définition de musique, mais d'abord une question, pourquoi cette tendance de pas mal de groupes toulousains à vouloir mettre des signes cabalistiques partout? Et là je parle de ce fameux haut barré à la scandinave qui est déjà un haut barré dans le groupe Host. Ouais, en fait, non, c'est pas une référence à Host qu'on salue quand même, parce qu'on aime beaucoup ce qu'ils font. Oui, en plus ils nous écoutent, donc Carla est souvent à l'écoute. Non, en fait, c'est une histoire un peu, je sais pas, marrante. En fait, moi, je voulais un nom de groupe qui sonne bien. Je trouvais que le mot bol, c'était un joli mot. Et j'avais vraiment pas envisagé qu'un groupe aurait pris ce nom, en fait. Du coup, j'avais pas fait la recherche. Et pas de bol, du coup. Ouais. Et il s'est trouvé que, un peu au dernier moment, je me dis, bon, quand même, on va vérifier avant de lancer le truc. Et il se trouve qu'il y a un groupe norvégien des années 70-80 qui fait du jazz rock et qui s'appelle Bol, B-O-L. Ah ouais. Et je dis, ah ouais. Donc on est parti sur une autre recherche de nom et ça capotait et tout. On avait vraiment un peu ancré ça. Et du coup, on s'est dit, après tout, vu qu'ils ont pris le mot en français, pourquoi nous, on styliserait pas le truc avec une lettre norvégienne? Et voilà, c'est juste ça l'histoire. En fait. Ah ouais, mais un retour à l'envoyeur, vous pouvez peut-être échanger les noms. Alors, moi, je qualifie cette musique de jazz prog. Vous la qualifiez comment, cette musique, Hugo? Le sigle un peu qui a été trouvé pour l'instant, c'était jazz sauvage. Mm-hmm. Mais jazz progressif marche aussi. Jazz sauvage, ce serait plus une sous-catégorie, quoi. Et donc jazz sauvage parce que c'est une musique un peu à différents degrés, qui reste influencée de jazz notamment par les musiciens qui sont dedans, quoi, que c'est un peu tous et ils viennent tous de cette formation et de cette scène-là. C'est ça. Ouais. Et après, sauvage, c'est parce que c'est quand même quelque chose qui travaille justement avec des sons qui nous viennent plus de la musique progressive, etc. Des sons un peu distordus, des batteries rock, quoi, dans le son. Et au niveau de la construction aussi, quoi, parce que tu parlais au début de pourquoi cette tendance des groupes de jazz toulousains à mettre des signes cabalistiques partout. Au niveau de la musique, en tout cas, c'est que peut-être, oui, Bol, ça s'inscrit un peu dans cette recherche que peut-être pas mal de groupes, ils ont de commencer à chercher un peu dans des musiques un peu plus répétitives, un peu plus trans, et plus axées autour de la recherche de son, de chercher un peu comment... créer un peu de l'émotion à travers ces trucs-là plutôt qu'à travers, par exemple, la complexité harmonique ou quelque chose qui est plus autour de mettre en avant la technique des musiciens et tout. Donc progressif et sauvage, c'est plus pour... ça s'inscrit dans un truc qui part beaucoup dans la recherche de textures sonores, de formes un peu différentes aussi, et puis qui des fois essaie de... insister beaucoup sur quelque chose, quoi. Bon, on va se faire peut-être une idée tout de suite de ce que vous produisez, donc extrait de ce premier album de Bol, Little Boons. L'album d'ailleurs s'appelant aussi Bol, si j'ai bien compris. C'est plutôt un EP en fait, voilà, mais EP. C'est éponyme, ouais. Voilà, et on dit éponyme pour faire chicos dans les soirées en ville. Bol, Little Boons, c'est toujours caramel mou.
Voilà, Little Bounce, premier extrait donc, de ce EP par le groupe toulousain Ball, un sextet toulousain qui contient en son sein des musiciens que l'on rencontre dans d'autres formations, notamment Sylvain Ray ou Ludovic Schmidt que l'on peut écouter dans la baraque à Free, Sylvain Ray faisant également partie d'un duo, le duo Réflexion. Voilà, des musiciens que l'on rencontre un peu partout sur les scènes toulousaines lorsqu'elles étaient ouvertes. Paraît-il qu'à partir du 19, on va pouvoir repartir aller voir des concerts par groupe de 3 ou 4, ça va être sacrément formidable. Et Ball qui fait donc partie de cette scène dont on répète très souvent dans cette émission qu'elle a une vitalité et une ouverture assez phénoménale, à l'image d'un festival qui est organisé par les musiciennes de Host, encore La Poutre, chaque fin d'été au mois d'août, où l'on voit se croiser plein de musiciennes de cette scène-là, mais qui jouent dans des contextes et dans des esthétiques très très différentes, autant jazz classique que jazz frisant avec le hard rock ou les musiques expérimentales des années 70. C'est un peu le projet de Ball, c'est Cédric Laval. De jouer dans ce genre de lieu nous on a cette recherche un petit peu de faire une musique qui se nourrit en fait de plein d'influences. C'est moi qui ai écrit beaucoup de choses pour ce projet, qui compose en général, et moi je viens du milieu du rock, du milieu du métal avant d'être arrivé au jazz, et du coup j'ai aspiré ces influences là. J'écoute aussi beaucoup de pop, beaucoup de rap, de la musique classique et beaucoup de jazz moderne en fait, plus que du jazz traditionnel. Et j'avais cette envie un peu de fusionner tout ça. Et du coup ça a donné ce que vous écoutez, quoi. Le jazz moderne plutôt que traditionnel, c'est quoi le jazz moderne ? Le jazz moderne, j'entends par là, c'est des jeux... Enfin, là, je vais donner que ma propre définition et j'engage rien. C'est voilà. Surtout la vôtre que je veux. Ça. Le jazz moderne, il y a un petit peu cette tradition du musicien improvisateur qui est vraiment mis en avant. Il y a aussi une forme, en général, un thème qui est exposé, une improvisation autour de ce thème. Et on réexpose le thème, etc. Là, il y avait cette idée de rechercher d'autres trucs, d'autres formes, notamment d'écrire à travers des riffs. Donc c'est une musique quand même dans Ball qui est très écrite. Y a pas on n'est pas trop sur des partitions où genre on dit il y a une grille avec quelques accords, interprétez ça un peu comme vous voulez. C'est une musique qui est quand même très écrite, et dessus on va mettre de l'improvisation, des choses comme ça. Et ensuite on a voulu mettre plusieurs plages entre guillemets esthétiques dans un même morceau. Là, comme on peut l'entendre sur Little Bounce, on finit par un truc qui est presque hip-hop en fait, quoi. Alors qu'on a commencé avec un truc très jazz, avec un thème qui fricote un peu, tout ça. Donc, voilà. Et c'est sans doute dans ces ruptures d'univers et d'esthétique et de paysages sonores que on peut vous affilier à cette tradition de jazz progressif qui était la marque de cette musique-là, de partir sur une description sonore et esthétique et de finir sur une autre, et en ayant 3 ou 4 ruptures de ton, de rythme, de cadence pendant le morceau. C'est en ça aussi que vous faites partie de cette école-là. Ouais, bien sûr. Moi, on avait pris le parti de ne pas mettre jazz prog d'abord, parce que je pense pas que ce soit un style que j'ai tant écouté que ça. Et puis c'est pas important. Mais ouais, clairement, j'entends ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Donc vous faites partie tous les deux, donc Hugo Collin et Cédric Laval, de cette scène toulousaine dont on dit le plus grand bien, y compris à l'extérieur de la Ville Rose. Est-ce que c'est le passage pour la plupart d'entre vous par des écoles, par la fac, par le conservatoire? Donc en clair, on va citer musicale, on va citer musicologie à Jean Jaurès, et puis les classes de jazz du conservatoire. Est-ce que c'est d'être passé par là, avec en plus, pour les plus chanceux ou malchanceux, c'est selon, le collège jazz de Marciac, puisqu'il y en a quand même pas mal aussi d'entre vous qui avaient commencé par là. Est-ce que c'est ça qui fait aussi la richesse de cette scène-là, mais aussi l'ouverture de cette scène-là? Ouais, je pense clairement, déjà ça donne lieu à des rencontres. Enfin,
Moi, je suis passé par Musico, et Musico, tu rencontres quasiment une centaine de musiciens sur les 3 promos, voire plus, qui ont tous un passif, qui ont tous des goûts qui leur sont propres. Et du coup, il y a toute cette mise en commun-là qui est hyper intéressant. Et c'est clair que Toulouse, c'est une ville où il y a un vivier musicalement qui est hyper intéressant, et avec le conservatoire, avec Musical, etc. Hugo, par exemple, lui, il est du conservatoire. Et ouais, c'est hyper cool, quoi, parce que ça nous offre une ouverture qui est vraiment bien et qu'on saisit, quoi, du coup. Donc, vous le disiez, Cédric Laval, vous êtes un peu le leader de cette formation. Ça veut dire qu'en tant que leader, vous composez, mais c'est vous aussi qui êtes allé chercher vos petits camarades de jeu? Ouais, leader, je sais pas si c'est un mot mais ouais, c'est moi qui suis moteur, on va dire, du projet, en tout cas. Allons-y comme ça, moteur. Ouais, en fait, j'ai commencé à écrire des morceaux pour ce projet il y a 2 ans, et au bout de quelques mois, j'ai proposé à ces musiciens, à des musiciens de rejoindre le projet. Il y a eu un peu un turnover au début, quand même, le temps de trouver nos marques, etc., ce qui fonctionne pas. Moi, je jouais avec Sylvain au piano et Ludo à la trompette dans Baracafri déjà. Et donc voilà, Ludo il joue avec Hugo dans Ferramia, Romain je l'avais croisé à la fac, Mickaël bassiste c'est quelqu'un qui est aussi à la fac et tout. Donc voilà, on s'est réunis comme ça, je leur ai proposé ces compositions là, ces trucs là, ils ont accroché et voilà, on a monté ce truc là ensemble, quoi. Hugo Collin, on rentre comment dans un projet qui est proposé en disant j'ai écrit de la musique, maintenant il me faut des musiciens, est-ce que tu veux jouer la musique avec moi? On écoute la musique parce que là aujourd'hui on peut souvent avoir des exports MIDI avec un son très très crado qui viennent des logiciels de partition, donc ça donne une première idée. Et après c'est qu'on connaît au moment où on m'a appelé pour Bol, je situais un peu justement parce que je jouais aussi avec eux dans d'autres projets où je les avais vus dans les groupes que j'aimais bien. Je voyais qui étaient les autres musiciens un peu, et donc c'est quelque chose qui donne confiance aussi. À l'avance, quoi. Et après oui, on rentre dans le groupe à la base pour jouer cette musique qui est écrite et qui est un peu déjà du coup pas le chef, le moteur a déjà une idée un peu de comment il veut qu'elle soit. Et après ça rentre forcément un peu en négociation aussi sur déjà il faut arriver déjà à comprendre vraiment qu'est-ce qu'il veut là comme musique, donc il faut écouter un peu ce que lui il écoute, quoi. Donc il aime bien Polymorphie, Radiohead, plein de choses. Et aussi s'y retrouver aussi nous-mêmes, quoi. Donc après ça rentre dans un truc où les sidemen un peu essaient de se rapprocher du moteur et le moteur essaie de comprendre un peu les sidemen, quoi. On fait des compromis, quoi. En clair, vous voulez dire que passé le premier mois, vous commencez sérieusement à regarder les partitions? À les regarder sérieusement, je sais pas, à les comprendre peut-être, parce que quand c'est du 13-8 et tout, c'est des choses assez compliquées à lire, mais voilà. Bon. Après, les saxophonistes lisent plus les partitions que les batteurs et les bassistes, par exemple. Mais après, ouais, du coup, on a un gros travail d'arrangement en commun derrière, quoi. Notamment, Hugo et Ludo, ils se chargent de beaucoup bosser tout ce qui va être articulation, respiration dans les soufflants. Parce que moi, je suis guitariste, c'est pas un truc que j'aime trop laisser, ça, des respirations. Et puis même, ils ont réécrit des thèmes sur certains trucs et tout. Et c'est pareil, les voicing au piano, le jeu à la batterie, tout ça, en fait, c'est quand même retravaillé. Il y a un temps de travail derrière. Dans quelles conditions il s'est enregistré cet album? C'était entre les 2 confinements ou il a été commencé pendant le confinement à distance? En fait, ça s'est fait assez vite là. Moi, je voulais un truc qui trace, qui file, et on a enregistré en février là. C'était mi-février dans un studio, Funk You Studio, qui s'appelle avec Fabien Hoggy du côté de Couteux-Vernis. C'est pas loin, c'est à 45 minutes d'ici. Et après, on a enchaîné, on a envoyé au mixage à Clément Soulignac. On est allé faire le mastering le 6 avril dernier à Bordeaux chez Globe Audio avec Alexis Bardinet. Et voilà, moi je voulais faire un truc rapide parce que j'aime pas quand ça prend trop de temps, en fait. Après, voilà. Qu'est-ce que ça représente encore un CD, un premier CD pour un groupe? C'est simplement une photo qui permet de démarcher ou ça va au-delà? La question est un peu compliquée, mais c'est clair que dans des musiques qui sont quand même un peu des musiques de niche, là, on va se l'avouer, on va être honnête, c'est avant tout, je pense, un objet promotionnel pour le milieu pro. Ouais, c'est clair, c'est de dire, voilà, nous on est capable de faire ça, de mettre ces moyens-là pour faire ça, et voilà, ce qu'on veut maintenant, c'est jouer, faire des concerts, donc prenez-nous. Alors parlons-en des concerts, vous le savez, ça fait 1 an et demi qu'il n'y en a quasiment plus. Il y a des choses qui s'annoncent pour Bol à partir de début juin, puisque c'est à peu près la période qui est officiellement annoncée pour la réouverture de la plupart des salles? Non, pas vraiment. Enfin, il y a des petits trucs
pour cet été, début de l'automne, mais c'est encore un peu en discussion. Disons que la réouverture, là, c'est un peu tombé du jour au lendemain déjà. Ouais. Et après, je pense aussi, et je comprends les salles, à mon avis, elles ont un peu envie de sécuriser leur réouverture avec des trucs qui ont déjà fait parler d'eux. Nous Ball, c'est un truc qui est tout neuf, etc. Donc, mais ouais, clairement, on travaille là-dessus. Là, on était au Taquin il y a 2 semaines en résidence aussi. Donc, on a quand même des trucs. Et voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve, quoi. Avec un problème assez récurrent à Toulouse, mais qui risque d'exploser une fois que le déconfinement sera arrivé, c'est l'absence de lieux de diffusion à Toulouse. Alors jusqu'à présent, il y en avait peu, mais on se pose quand même pas mal de questions sur le peu qu'il y avait, combien vont rester. C'est ça. Je pense à l'Impro, je pense au Taquin, je pense à des salles comme ça. Dans quel état elles vont réapparaître à partir de la mi-mai, de la fin mai. Il y a des indications au niveau du milieu musical sur le devenir de ces lieux-là. Alors après, je pense aussi à Au-Bohème aussi, qui peut être un lieu où on écoute aussi de la musique live avec beaucoup de musiciens toulousains. Il y a des lieux comme ça. Après moi je veux pas me permettre de parler au nom des gens, mais effectivement de ce qu'on a pu en discuter, effectivement il y a des lieux qui se posent la question. Le Taquin seront présents pour la rentrée, ils seront là. On a discuté avec Loris, pour la rentrée. Disons qu'ils survivront à ça. Après les autres, il y a eu pas mal de bruit de couloir, notamment l'Impro, je pense. J'ai entendu parler du Bruegel aussi brièvement, où ça se posait des questions. Mais bon, on espère qu'ils seront là. On attend de voir. En tout cas, on va vous souhaiter bon vent. Ball, donc un premier EP qui sort ces jours-ci, avec une association qui traîne aussi autour de Ball. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on dise qui traîne autour de Ball, qui y est associé, qui soutient, et peut-être Hugo Collin va nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est cette association. L'association du Drac, c'est sans doute pas un hasard, et le Drac c'est le diable, donc c'est l'association du diable. C'est quoi cette association? Alors ce nom, d'ailleurs le nom complet c'est Le Drac peut aussi être une association. C'est une association qu'on a fondée il y a 3-4 ans. Essentiellement, c'était pour un peu assurer l'aspect administratif et la diffusion un peu de groupes qui à la base chantaient en occitan. Donc il y avait ce groupe qui s'appelle Ferramia, où on est 5 musiciens, avec basse, batterie, 2 soufflants, donc les 2 mêmes soufflants que Ball, et un chanteur qui s'appelle Louis Peset. Donc ça, c'est une trans-rock bestiale un peu... C'est sauvage, c'est bestial. Là, c'est plutôt bestial que sauvage. Vocabulaire bien choisi. C'est ça. Et voilà, il y a aussi un duo aussi en occitan qui s'appelle Versus, où là c'est plus trip-hop, et puis il y a aussi un projet solo que j'ai autour de sampleurs et de loops, donc ça s'appelle Hughes and the Wonder Tambour, et c'est quelque chose avec des tambours du candombe, c'est un style de musique d'Uruguay, où ça travaille cette polyrythmie là, mais en rajoutant des sax, de la basse jouée avec le sax, etc. Et donc voilà quoi, c'est avec cet assaut qu'on gère un peu ces groupes-là, quoi, qui au niveau public était un peu souterraine, quoi. On n'en parlait pas vraiment en tant que tel, quoi. C'était plus à travers les groupes qu'il y a dedans, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on va essayer de développer, puis du coup j'espère qu'on entendra parler un peu plus de l'association du Drac, quoi. Avec finalement sur la scène toulousaine pas mal d'associations qui se sont remis, des associations qui sont souvent des collectifs de musiciens. Je pense à troisième face, à Moraison Prod, à des gens comme ça, collectifs de musiciens qui se réunissent, qui se montent en association pour assurer la diffusion, pour assurer l'exportation de leur musique, la connaissance. Ça aussi, c'est des choses cette histoire de collectif qui est censée donner un peu de force. On en parlera tout à l'heure aussi avec Underground Therapy qui est aussi inclus dans un fonctionnement comme ça de collectif. C'est quelque chose qui arrive, qui revient en force dans le milieu des musiciens. C'est aussi le témoignage de la précarité du moment pour les musiciens. Ouais, je pense, effectivement, c'est peut-être un peu ça. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas trop le choix que de passer par une phase d'autoproduction. Et si on veut être dans les clous administrativement, juridiquement, financièrement, etc., il faut un objet juridique qui est l'association et qui permet ça pour faire de la demande de sub, pour faire des contrats de cession, pour faire toutes ces choses-là. Et pour nous, en fait, c'est un moyen de simplifier, entre guillemets, notre activité, même si, en fait, à nous, ça nous rajoute une nouvelle charge de travail.
pour laquelle on n'est jamais formé en plus, donc on se forme sur le tas et tout. Mais voilà, c'est un outil en fait pour nous de travail qui nous permet de développer nos projets en fait. Le temps de les professionnaliser avec peut-être à terme d'autres partenaires, quoi. Mais écoutez, très bien pour toutes ces informations. Bol, on va écouter un deuxième morceau, Nébulaire, extrait donc de ce premier EP éponyme, Bol, un sextet toulousain que l'on aura plaisir à aller voir sur scène une fois que l'on pourra y retourner. Merci en tout cas, messieurs, d'être passés par ce studio. À bientôt. Merci.
L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Voilà, on ne le dira jamais assez à toutes les jeunes générations. Méfiez-vous du caramel mou, surtout quand il est chaud. Professeur Thibault, bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Ah, j'adore. Oh, parfait, c'est parfait. Le soleil recommence à venir. Je vais bientôt tousser comme un dératé. Je vais avoir les yeux comme un lapin à la myxomatose. Le rhume des foins est sur le point d'arriver. C'est la meilleure période. Quand le pollen est là, tout va. Exactement. Exactement. Oui. Bon, j'ai compris que la cinémathèque, comme les salles de spectacle et les cinémas généraux, allaient bientôt réouvrir. Donnez-nous des nouvelles de cette vénérable institution. Écoutez, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais oui. En tout cas, on peut dire qu'on est passé de rien à tout. D'habitude, on passe de tout à rien, mais là, on est passé de rien à tout. Personne n'y croyait d'ailleurs, pour tout vous dire. Tout le monde était quand même très, un peu sur ses gardes avec tous ces bruits de couloir qui traînaient, etc. Début mai, mi-mai, fin mai, début juin, mi-juin. Enfin bon, bref. Apparemment, c'est acté donc au 19 mai pour la réouverture des salles. Alors, la Cinémathèque de Toulouse, elle, va rouvrir le 21 mai. Ouais, alors ça c'est une première info. Et celle-là, elle est officielle. Voilà, 21 mai, la Cinémathèque réouvre. Voilà, donc la décision qui a été prise, alors on aurait pu redémarrer le 19, mais pour nous en fait c'est beaucoup mieux de redémarrer un vendredi, c'est beaucoup plus pratique pour plein de questions. Alors ça va redémarrer bien sûr timidement parce que c'est compliqué à redémarrer. J'ai l'impression que dans l'esprit de beaucoup de gens en fait, c'est un peu l'inconscient collectif de redémarrer un cinéma ou une cinémathèque, une archive de films, etc. C'est un peu comme mettre un DVD ou un Blu-ray dans sa platine ou de lancer VLC sur son ordi. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, c'est une chaîne très 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 lourde à redémarrer. Donc là, on fait tout pour bien la redémarrer. D'abord qu'à la Cinémathèque, les films, c'est de la pellicule. Pas que. On a aussi du numérique, forcément, maintenant. Voilà. On est un petit peu obligé, ce qui des fois n'est pas si mal, ce qui des fois n'est pas bien du tout. Voilà, on essaye de jongler un petit peu avec tout ça. Donc voilà, donc c'est une grosse structure qui redémarre comme une salle de cinéma, comme un Gaumont, comme un American Cosmographe, comme un ABC. Là, je parle donc du parc toulousain. Donc voilà, ça prend du temps. On y arrive, hein, c'est pas très simple, puisque comme je l'ai dit, on est passé de rien à tout. Et donc même si on s'était un petit peu préparé, on a enfin un métier depuis un an, donc ça fait plaisir quand même. Voilà. C'est bien. Voilà. Donc la Cinémathèque, alors la première semaine donc en mai, à partir donc du 21, cette petite période donc qui va courir jusqu'à début juin. Nous on a choisi de démarrer, alors timidement entre guillemets, on va redémarrer avec une et quelquefois 2 projections par jour, notamment le week-end, à cause de ce fameux couvre-feu qui nous plaît tant à tous. Et c'est vrai. Donc, et puis après, on reprendra petit à petit un rythme de croisière. Vous imaginez quand même qu'à partir de la semaine prochaine, on n'a plus besoin de se faire des autorisations liées au couvre-feu. Ça sera à 20h. Oui, tout à fait, mais moi j'en fais plus depuis longtemps. Ça va être... Faut pas le dire. Ouais, je sais, mais je supporte plus ce genre de choses. Si la police écoute, ils vont vous coincer à la sortie de la radio, ça serait dommage. Ils ne seront pas déçus. Donc bref, voilà, donc on va redémarrer petitement et tout, et la programmation, parce que là aussi c'est compliqué pour nous, parce que comme vous le savez, on est hors cinéma commercial, et on fonctionne donc avec des saisons, comme les théâtres, etc. Donc là, bien évidemment, la saison dernière, c'est complètement cassé la gueule. Donc qu'est-ce qu'il faut trouver une idée quand même pour redémarrer, il faut trouver un thème, et on a choisi de se dire que alors je sais que y a des gens qui m'ont dit mais ce serait super de faire des films sur le confinement. Ah ouais, top cool, génial pour me rappeler cette connerie. Ah ouais, je vais adorer. Mais ce serait super de faire des films un peu mais sur la fin du monde. Alors les zombies, la fin du monde économique et tout. Ah ouais, top cool, ouais, ça va me rappeler le monde dans lequel on vit, qui est absolument formidable. Non, nous on a choisi un petit peu le contre-pied, c'est-à-dire c'est les films qui voient large, on fait un cycle cinémascope. Ah ouais.
Voilà. Pour nous, est le grand espace. Voilà, les grands espaces et quelque part les grands films et quelque part les grands classiques. Donc ça permet de réviser sa leçon, tout simplement, pour les cinéphiles. Et les autres, ça permet tout simplement de découvrir. Alors c'est un peu une sélection un petit peu poids lourd, mais c'est fait pour. On va pouvoir voir le Lola Montez de Max Ophuls, La Horde sauvage de Sam Peckinpah. On va pouvoir avoir une magnifique copie intégrale de Laurence d'Arabie. 4h10. Vous imaginez ça ? 4h10, on faisait des films de 4h10 et qui n'étaient pas chiants. Voilà, et j'allais dire, et surtout, on arrivait à les voir jusqu'au bout. Exactement, parce qu'on en fait aujourd'hui des films de 4 heures, mais ils sont chiants. Voilà. Alors que là, c'est pas du tout chiant, c'est David Lean, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y aura encore ? Il y aura Cléopâtre. Moi, j'aime beaucoup Cléopâtre de Mankiewicz. Celui avec Lise bien sûr, et Burton. Et Richard Burton, le tout rougeau Richard Burton. Ils sont absolument magnifiques. On pourra voir aussi Manhattan de Woody Allen. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore ? Alors, je sais que tout n'est pas acté. Alors là, je suis venu avec mes notes. On pourra avoir un truc qui est très bizarre qui s'appelle Le Cousin Jules. Vous connaissez pas Le Cousin Jules ? Alors c'est un film français de 73 et c'est un documentaire en fait sur le quotidien d'un couple de campagnards. Le seul truc, c'est que c'est un documentaire en cinémascope et son stéréo en 73. Incroyable, complètement incroyable. Surtout le son stéréo. Ce machin-là, qu'est-ce que La Horde sauvage, bien sûr, que j'ai cité, qui doit être mon film favori de la sélection. La fureur de vivre, American Graffiti. American Graffiti, c'est un grand écran. Mais c'est en cinémascope, c'est magnifique. Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard qui est en cinémascope. Bon bref, le cinémascope donc ça ratisse large. On a décidé de ratisser large, de montrer de tout, donc des documentaires, des films d'auteur, des films hollywoodiens. Il y aura même un Louis de Funès, lequel L'Homme Orchestre. Un cinémascope. Mais bien sûr, c'est tourné en cinémascope, vous voyez. On en apprend des choses. Donc à défaut d'avoir le programme, parce que je suppose qu'il aura du mal à être imprimé dans les temps, on va sur le net. Pour l'instant, plus de programme papier je pense jusqu'au plein air. Je pense que pour le cycle plein air, on aura du papier à mettre entre les mains des gens. Là, il faut aller, bien sûr, voir sur le net, etc. Donc, les horaires seront, bien sûr, au début, un petit peu bizarres. Ce sera du 17h, 18h, selon la durée des films. Et puis, je pense qu'à partir du 9 juin, ça prend un rythme de croisière, là, somme toute, un petit peu plus acceptable. Très bien. Donc, ça, c'est pour la Cinémathèque. Réouverture le 21 mai. L'autre information étant que le festival de films en plein air de l'été est maintenu. Tout à fait. Voilà. Et je voulais signaler aussi, ça j'allais oublier, parce que ça c'est complètement génial, et dans le hall de la Cinémathèque, une expo d'affiches ghanéennes. Ah oui. Il y a un cinéma ghanéen. Alors, oui, on fait probablement des films au Ghana. Je suis pas un expert du cinéma ghanéen, mais pourquoi alors des affiches ghanéennes ? Il y a une tradition en fait dans les pays d'Afrique, si vous voulez. Il y avait des itinérants qui se déplaçaient comme ça et qui faisaient des séances de cinéma, oui, mais en VHS à une certaine époque. Alors la plupart du temps de films américains, enfin de gros blockbusters, enfin de trucs bien plantés comme ça, et ils faisaient leur propre affiche qui était en fait dessinée, parce que c'est du dessin, c'est de l'art brut, c'est sur des sacs de pommes de terre donc recyclés. Donc, voilà, de la toile de gîte. Voilà, et alors je vous garantis que ce qui est montré sur les affiches, des fois ce n'est pas du tout la même chose qui est montré sur l'écran. C'est proprement fascinant. Voilà, c'est une vraie expo d'art brut. Voilà, on est très content de faire ça. Bon, ça dans le hall de la Cinémathèque pour attendre la séance. Bon, et vous êtes quand même venu avec un film. C'est quand même votre boulot ici dans cette émission. Oui. Alors je m'étais dit je vais faire quelque chose de joyeux. Ouais. Et bien non, en fait pas du tout. La période n'est pas à la joie. En plus vous avez fait le veto parce que je me suis levé à 6h pour voir ce machin-là. Et je vous garantis que quand vous voyez ça à 6h du matin, ça fait un petit choc. Alors c'est un film que j'avais déjà vu, et que je pense que j'avais zappé un peu, que j'avais un petit peu occulté, qui s'appelle Avoir 20 ans. C'est un film italien qui date de 1978. C'est un film de Fernando Di Leo, alors qui s'était lui illustré dans le polar musclé des années 70. Il faut aimer la moustache. Et trêve de plaisanterie, c'est ce qu'on appelle les policheschi, qui étaient en fait donc ces polars italiens qui ont été tournés pendant les années
années de plomb. Voilà, et qui inconsciemment ou consciemment donc traduisait cette espèce de malaise italien, quelque part européen, hein, parce que c'était un peu... Oui, mais c'était l'armée rouge, la fraction armée rouge en Allemagne, mais il y avait ce climat très paranoïaque en Italie. Et alors Di Leo a fait toute une série de films comme ça, dont Milan Calibre 9, Le Boss, etc., qui sont vraiment bien, et tout, etc. Et puis à partir de 75, il commence un petit peu à s'essouffler, il n'arrive pas à se renouveler, et il arrive avec ce machin, donc avoir 20 ans, alors vous me passez mon italien, je ne vais pas vous faire l'affront de donner la version originale du titre. Voilà, et qui est là, c'est la traduction, qui est la traduction littérale. Et là, donc, alors en gros, c'est deux jeunes filles qui vivent un peu les derniers feux des communautés hippies, de cette liberté sexuelle, de ce on peut tout faire, etc. Elles ont 20 ans en 78, donc on peut pas dire qu'elles ont vécu quelque part l'aventure hippie de la fin des années 60, et elles prennent un petit peu ça de haut. Voilà, ces deux jeunes filles comme ça, un petit peu arrogantes, et pendant 1 heure de film, 1h15 quasiment, je vous garantis, on est dans ce que j'appellerais la sexy comédie italienne. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très très vulgaire, avec des gars qui font pas rire, et il y a beaucoup de nudité, et tout est appuyé. Alors on peut s'en amuser, moi j'arrive à m'en amuser, mais pas à 6h du matin. J'imagine un des jeunes gens que vous avez ici dans le studio ce soir, je sais pas si ça n'amuserait beaucoup. Mais bon, alors pourquoi pas, donc je me marrais à certains trucs, et puis ces deux jeunes filles donc sont à Rome, arrivent dans une communauté, et on va se moquer un peu de la communauté, et on se dit Fernando Di Leo a un petit peu vieilli, ce qui est vrai. Il va prendre un peu ses distances avec tout ça, il va se moquer d'un petit peu de tout le monde, du tenancier de la communauté qui envoie donc ses ouailles vendre des encyclopédies pour se faire un petit peu d'argent. Et puis on se dit quand même cette distance, et c'est extrêmement bizarre. Et il y a un point de rupture dans le film qui arrive avec une descente de flics, alors qui est une séquence complètement bizarre, qui est à la fois comique entre guillemets et très malaisante, voilà, avec avec ces flics qui arrivent là, qui veulent que l'ordre se maintienne, et qui vont expulser donc ces deux jeunes filles, soi-disant parce que bien évidemment elles ont ramené la drogue dans la communauté, donc vous savez que la drogue c'est le mal, et donc qui sont expulsées de Rome. Et alors ces deux jeunes filles qui en ont un peu d'ailleurs rien à foutre d'être expulsées de Rome, partent comme ça, vont faire du stop et se retrouvent dans une espèce de village. Et là, le point de rupture est atteint. Elles se retrouvent dans une espèce de village où c'est le machisme le plus barbare qui va s'exprimer. Et c'est totalement incompréhensible en termes cinématographiques. D'essayer ces points de rupture, parce que je vous garantis que les 20 dernières minutes, c'est très 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 malaisant, c'est excessivement violent, c'est très brutal, c'est un machisme barbare qui s'exprime, hein. Je vais pas vous faire un dessin, c'est pas tellement dans le fait que la scène soit graphiquement insoutenable, c'est la manière dont elle est tournée. Elle est tournée en plan serré, avec comme ça beaucoup de gens à côté, avec des corps comme ça, serrés et tout. Enfin bon, bref, j'ai transpiré, je me suis dit, mon Dieu, mais comment je vais m'en sortir ce soir? Alors j'espère que je m'en suis bien sorti. Alors moi, personnellement, c'est pas un film que je reverrai l'année prochaine, ni même dans 3 ans, ni 4 ans, mais peut-être, on sait jamais, dans 10 ans. En tout cas, c'est un objet de cinéma. C'est impossible à faire aujourd'hui. Les films comme ça sont impossibles. Et puis, je peux pas m'empêcher de me dire que... alors, quelquefois, on juge que Fernando Di Leo a fait le job par-dessus la jambe. D'autres qui disent que non, au contraire, c'est vraiment son regard affûté sur la société. Je crois pas ni à l'une de ces théories, ni à l'autre. Je crois que foncièrement, il y a quelque chose de très punk dans ce film. C'est la fin d'une époque. On ne sait pas à quoi on passe. En tout cas, on se retrouve avec 2 cadavres au bord de l'autoroute et fin, générique. Voilà. Et quelque part, c'est absolument formidable. Rien que pour ça, il faut voir ce film. Donc, voilà, ça pourrait presque être la bande-annonce de la période qui vient. Mais c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Je pouvais parler d'autre chose, mais... Ben voyons. Eh bien, écoutez, professeur Thibault, très bien. Merci, on va vous lâcher. Je sais que maintenant, vous allez vite rentrer à la maison pour prendre un peu de repos, parce que si vous êtes debout depuis
depuis 6h du matin, effectivement, vos articulations risquent de vous en tenir rigueur. Je n'ai plus l'âge. Eh bien, je sais bien. Je n'ai plus 20 ans. Voilà, on est quelques-uns à ne plus les avoir. À la semaine prochaine, Fred. À la semaine prochaine. Caramel mou. I'm gonna freeze.
Voilà, on a attaqué la partie un peu plus dure de cette émission avec Underground Therapy, extrait de leur album Neurosis, sorti il y a peu. Le morceau, c'est Rebirth. Bonjour à vous trois et merci d'être venus nous rejoindre dans notre petit studio Kishnet de Radio Campus. Vous avez eu du mal à rejoindre. Il faut dire que la banlieue toulousaine, un vendredi soir, elle peut être chargée au niveau des rocades. Je reçois donc Sarah Naspliez, Anthony Dubarry et Tony Gibili, respectivement chanteuse et guitariste du groupe Underground Therapy, dont on vient d'écouter un premier morceau. J'allais dire un album Neurosis qui peut être conçu comme, au moins reçu comme un concept album traitant un peu du malaise psychique. Sarah, si je dis ça, c'est à peu près ce qui se passe ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est en effet un album concept qui raconte quelque part une histoire. C'est en gros comment les émotions peuvent devenir très envahissantes au point de vivre des insomnies, de la dépression, des choses comme ça. Et de quelle manière elles peuvent être induites aussi par la société qui nous pousse à ne pas nous sentir forcément adaptés ou à notre place. Et Neurosis, c'est ça, c'est toutes ces émotions qui explosent et... Ouais, c'est ça. Toutes ces émotions qui explosent. Les textes sont quand même assez durs, assez violents, assez précis dans la description. C'est quoi ? C'est un exercice de revenir sur des moments de vie où vous travaillez tous dans un hôpital psychiatrique. Bon, c'est moi qui écris les textes et bon, on va pas se mentir, je m'inspire de choses que j'ai pu vivre ou de choses que tout simplement qui m'inspirent ou qui me tiennent à cœur. Et alors je pense que quand tu parles de textes durs, tu parles peut-être de Enough par exemple, qui est un morceau qui parle de violence sexuelle au sein d'un couple. Donc forcément c'est un texte dur, mais parce que la réalité qu'il y a derrière est dure. Après, forcément, un EP qui s'appelle Neurosis, on s'attend pas à quelque chose de tendre et de doux et de réconfortant. Donc ouais, cet EP, il est assez sombre, mais il est malgré tout plein d'espoir, puisque plusieurs des chansons finissent sur quelque chose de positif. Il y a des paroles qui disent « je serai beaucoup plus que ça, je vais m'en sortir », etc. Donc c'est noir, mais pas fataliste. Oui, mais ça peut être aussi anxiogène. Oui, je pense qu'aussi au niveau du travail du son, il y a quelque chose qui est amené pour que la musique se mette au service du texte, et je pense que les garçons pourront en parler de manière plus précise que moi, mais sur des titres comme Insomnia par exemple, on s'est amusé à doubler la voix sur les couplets avec une voix un peu gutturale, sombre, etc. pour justement que ce soit encore plus anxiogène, encore plus lourd. Et on a essayé de faire en sorte que tout se réponde, se coordonne. Il y a par exemple sur Enough, Anthony fait des ambiances à la guitare. Enfin, moi, quand je les entends, je peux pas m'empêcher d'entendre des pleurs. Et je pense que ça émane aussi de la connexion qu'il y a entre nous tous. Ils arrivent assez bien à se mettre au service des textes que j'écris et à en faire ressortir l'émotion qu'il y a. Alors justement, la mise en son des ambiances portées par les textes, on va en parler. Comment on travaille ça, ce côté assez anxiogène, assez noir des textes? Bon, il aurait pu y avoir plusieurs options. Il y a plein de chanteurs, sans doute plutôt sur la scène chanson française, qui partent de textes très, très graves, mais qui font des musiques guillerettes et qui partent sur ces postulats-là. Là, le postulat d'Underground Therapy, c'est d'enfoncer le clou avec des textes noirs et une musique qui était très dark pour le coup. Comment on travaille ça ? Qui c'est qui se lance ? Effectivement, ouais, c'est. Disons que Underground Therapy, je pense qu'on est un peu tous d'accord sur le fait que pour nous tous, membres du groupe, c'est une musique un peu exutoire, c'est-à-dire que on va au bout de ce qu'on ressent pour faire sortir ce qu'on peut garder en soi. Et du coup, effectivement, oui, c'est pas. Enfin, oui, ça reste quelque chose qui peut être sombre et malaisant. Et le son, on a tout fait pour essayer d'aller vers ça, que ce soit les sons de basse, de guitare. Alors souvent, du coup, ça nous étiquette un peu métal, même si moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il y a des codes auxquels on colle pas forcément, mais effectivement, ouais, on a essayé de travailler. Ouais.
C'est vrai que nous, quand on doit qualifier notre style, on a plutôt tendance à dire rock thérapeutique. On trouve que ça résume assez bien ce qu'on fait. Ouais, mais pour le moment, c'est pas encore une catégorie qui est remboursée par la sécurité sociale. Non. Vous risquez d'avoir du mal à la faire homologuer. Pour revenir un peu sur le traitement des instruments, donc une formation relativement classique, j'allais dire, pour tout groupe de hard rock. Allez, on va prendre encore des termes de ma génération. 2 guitares, une basse, une chanteuse, une batterie. Mais comment on arrive à sortir un peu de ce postulat de base qui est effectivement la marque d'un certain style musical pour essayer de le moderniser et puis de sortir un peu de ces codes-là? Parce que par contre, au niveau musical, la grille de blues est quand même vachement présente dans les compositions. Et comment, en ayant ce parti pris très grille de blues, qui est quand même la base du hard rock, comment on essaie de moderniser le truc et de s'en détacher un peu? Tu veux? Allez, Tony. Je sais pas trop. En fait, je pense qu'il y a pas mal de nos influences qui ressortent dans ce qu'on sort en termes de composition. Et pas mal de noirceur aussi, peut-être un peu comme ce que disait Sarah, de ce qu'on a pu vivre ou ce qu'on aime écouter, comme, encore une fois. Et Et si je peux rajouter, pour justement sortir de ça, je pense qu'on essaye beaucoup de jouer, surtout les guitares, entre autres, avec des sons un peu plus modernes, avec des effets, et pas juste faire une guitare gauche-droite en panoramique et l'effet stéréo, et c'est tout. On essaye de justement faire une profondeur entre les 2 guitares qui amène des ambiances, des mélodies. C'est vrai qu'il y a des solos, mais c'est surtout plus de la matière et essayer de faire... de poser une ambiance en fond plus que... Puis vous vous amusez pas mal aussi avec Tom, avec le hibo, et Anto avec le violoning. C'est quelque chose qui amène aussi un peu de modernité, je trouve, au son. C'est sûr, on a peut-être des codes du blues rock, mais je trouve qu'on en est quand même... on s'en éloigne de par les effets qu'on peut mettre. Bon, ils ont des usines à gaz à leurs pieds, leur pedalboard, c'est assez ouf, ils ont beaucoup trop de pédales. Mais ça permet aussi d'avoir un son que je trouve plus moderne que ce qu'on avait au départ. Et donc peut-être qu'il y a des codes du blues rock, peut-être qu'on n'est pas tout à fait dans le métal, mais je trouve qu'on a un rock certes sombre, mais relativement moderne. Peut-être pas, mais quand même qui s'approche d'une certaine modernité, avec de la lourdeur et des nuances. On va dire que c'est un rock lumineusement sombre. J'adore les oxymores. C'est assez formidable, ça marche toujours et ça permet de frimer. Donc cet album, premier album, pareil que pour la formation que l'on a écouté tout à l'heure, Ball, la scène est peu présente pour vous depuis 1 an et demi, alors que c'est quand même un endroit où vous avez beaucoup joué. Bah oui, nous on est un groupe. Donc vous êtes un groupe qui existait depuis, on va dire 2015-2016. Ouais, alors disons qu'au début on était beaucoup dans le studio de répète. Il nous a fallu un certain temps avant d'en sortir et de monter sur scène. Notre première scène, elle a été en 2018, je crois. Mais depuis 2018, c'est vrai que, on est un groupe de scène, on est un groupe électrique, on existe principalement comme ça. C'est vrai que là, notre premier EP, il est sorti en décembre 2020. On a passé plusieurs années sans avoir beaucoup de choses en ligne. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Mais c'est vrai que pour nous, la scène, c'est assez indispensable et ça nous manque. Ça nous manque beaucoup, là, ça commence à être compliqué. Ça veut dire aussi que cet album, là aussi, c'est un album de confinement qui a commencé à se travailler à distance? Oui, alors en fait, ça faisait un moment qu'on voulait préparer cet EP, le sortir, etc. Et le confinement nous a mis un peu un coup de pied au cul. On s'est dit que c'était hors de question de passer plusieurs mois à ne rien faire et juste à attendre de pouvoir retourner dans la salle de répète. Du coup, on a bossé à distance, on s'est envoyé des fichiers, etc. C'est pendant le confinement que Enough est né, d'ailleurs. Et dès qu'on a été déconfinés, on s'est jeté dans le studio de répète, on a pré-prodé les morceaux, et pendant l'été, on enregistrait, quoi. Et on a passé pas mal de temps, Anto a passé pas mal de temps sur le mixage, mastering, etc. Parce qu'on est tout en do-it-yourself. Notre bassiste est infographiste aussi, c'est lui qui se charge des visuels, etc. Donc on a passé plusieurs mois à vraiment, j'ai envie de dire, chouchouter ce premier EP pour qu'il sorte
qui nous correspondent et qu'on en soit fiers. Alors après, voilà, il y a des défauts, c'est du do-it-yourself, mais on est quand même assez content qu'il existe. Quand vous dites fait à la maison, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas passé par un studio, vous êtes resté sur les instruments, les ordinateurs que vous aviez à la maison, et que petit à petit, c'est construit comme ça. Alors Anto en parlera mieux que moi, mais ouais, on est en do-it-yourself. Anto est de formation ingé son, et du coup, il a pris tout ça en charge. Donc... Et oui, effectivement, le truc, c'est que on a un petit peu de matériel, tout ça, mais effectivement, on n'a pas le lieu studio qui apporte quand même quelque chose. Et donc, on a fait à la maison. Il y a des prises qui ont été faites dans le salon, il y a des prises qui ont été faites chez le batteur, là où il y avait sa batterie, chez un ami qui nous a prêté sa maison pendant presque une semaine pour faire des prises guitare, basse, tout ça, et on a bricolé tout ça au mieux, quoi, et voilà. C'est vrai que c'est peut-être une des révolutions de ces 20 dernières années en termes de musique, c'est l'apparition des logiciels d'enregistrement qui ont permis d'avoir un studio d'enregistrement pour 3 fois que dalle et de permettre à des tas de groupes de pouvoir faire tout de suite des productions plutôt chiadées. Oui, l'apparition même du numérique, des plugins qui remplacent un peu le hardware, tout ça. Alors bon, après il y a toujours débat, il y a toujours, on pourrait en parler pendant des heures, ce serait très intéressant, mais n'empêche qu'effectivement ça nous donne, à nous en tout cas, l'opportunité de pouvoir faire cette EP là. Et oui, ça a permis à des tas de groupes en devenir de pouvoir commencer à faire parler d'eux et de faire entendre ce qu'ils avaient à dire, ce qui était sans doute nettement moins le cas il y a une trentaine d'années. Donc pour Underground Therapy, il y a ces concerts qui vont revenir. Il y avait une idée que j'aime bien dans votre démarche, c'est aussi votre affiliation à un collectif qui s'appelle Sound and Rags. C'est d'ailleurs comme ça que moi je vous ai découvert l'année dernière, pendant le confinement. Il y avait eu une soirée, une nuit, je sais pas quoi, autour de ce label, où vous aviez fait un set d'une 15aine de minutes acoustique. Set qu'on avait diffusé à Caramel Mou l'année dernière, en avril-mai, quand on l'avait récupéré sur Facebook. C'est vrai que cette histoire de collectif, vous pouvez nous raconter un peu ? Oui. En fait, il y a presque 3 ans, je crois, maintenant, j'étais extrêmement frustrée de la complexité qu'il peut y avoir pour les groupes comme nous à tourner, à avoir un peu de visibilité. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai tellement croisé de groupes avec mes anciens projets musicaux et Underground Therapy qu'en fait, j'ai un répertoire de musiciens autour de moi. Pourquoi on ne se rassemblerait pas tous pour s'entraider, se refiler des bons plans, organiser des plateaux ensemble. Et du coup, très rapidement, j'ai contacté tout le monde, je les ai rassemblés et j'ai un peu chapeauté tout ça. Et on a lancé cette idée de collectif dans lequel on allait s'entraider, être aussi dans du do-it-yourself. Et aussi assez rapidement, il y a Maëlys Bard, qui est chanteuse-guitariste des Sweet Monsters, qui m'a rejoint pour chapeauter tout ça, parce que toute seule, ça commence à être compliqué parce qu'il y a 16-17 groupes, je crois, ce qui fait peut-être 40 personnes, 50 personnes. Donc bon, c'est un peu chaud pour une seule personne, surtout quand on a autre chose à côté. Et du coup, depuis, on chapeaute ça, on organise des interviews, des petits lives acoustiques, des choses comme ça pour essayer de nous donner de la visibilité, de continuer à exister en tant que musicien quand tout ce qui est label ou salle, etc., sont pas forcément là pour nous aider. Donc on s'est dit, quitte à ne pas avoir d'options, autant les créer nous-mêmes. La question qui va ensuite, c'est est-ce qu'il y a des rapports entre les différents collectifs ? À Toulouse, il y a ce collectif Antistatique qui fête ses 20 ans en ce moment, qui était à l'origine la réunion de Sidi Larsen, de Psycup, de groupes comme ça, qui ont eu la même démarche que celle que vous décrivez là, de se réunir pour travailler un peu sur la diffusion, le rassemblement des forces. Est-ce que entre différents collectifs, il y a des passerelles ? Alors nous, on est très proche du collectif Alien. En fait, c'est Monster Tea Party, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est une asso qui est dans le 82 à Négréopolis et qui, en fait, ils ont investi une maison qu'ils ont transformée en lieu culturel, d'expo, salle de concert, etc. Et je suis bénévole aussi dans ce collectif, dans cet asso. Et eux, ils sont très actifs, beaucoup plus que Sun and Rags. Nous, c'est vraiment centré Sun and Rags sur le partage de scène. Et Monster Tea Party, c'est très large. Il y a des expos de peinture, de plein de choses. Et d'ailleurs, ils organisent chaque année,
quand il n'y a pas de Covid, la mat session où ils font venir une grosse tête d'affiche, et on était censé en juin dernier faire la première partie de Guérilla Poubelle. Et donc c'est reporté on ne sait pas quand du coup. Et donc c'est un collectif qui a pris vachement d'ampleur, et ouais, c'est surtout d'eux dont on est proche parce qu'on aime beaucoup la dynamique de punk old school, même si c'est pas ce qu'on fait en termes de musique, mais ce côté proches les uns des autres, pas de chichi comme on dit, où c'est très où c'est très humain, et ça nous plaît beaucoup. Pour finir cet entretien, 2 mots sur la pochette. Vous nous disiez que c'était votre bassiste qui s'en était chargé. Celle-là aussi, elle était très compréhensible quand on écoute votre musique. On voit pourquoi il l'a faite, une espèce de tête sans cheveux, et puis sous le crâne on voit la figure de quelqu'un qui est bloqué par le front façon baudruche, puisque ça fait un peu ça, et en train de hurler, ce qui effectivement, quand on voit la pochette, est pas très engageant pour mettre la platine dans le manche-disque. C'était cette impression-là que vous vouliez donner avec cette pochette, donner tout de suite l'ambiance de ce qu'il y avait dans la galette. Oui, c'est tout à fait ce qu'on voulait, et puis en plus, on s'est pas trop posé de questions parce que, comme je disais, notre bassiste qui est infographiste, web designer, c'est lui qui s'est chargé de ça. Il nous a dit laissez-moi faire, je vous fais la surprise en gros, et on a découvert la pochette pas longtemps avant la sortie de l'EP, et en fait ça a été unanime, on s'est dit mais putain, c'est tellement ça. C'est ce côté robotique de cette femme qui est sans expression, qui a des traits parfaits, on voit même pas les pores de sa peau, qui a l'air de correspondre à certains standards, mais en fait on voit surgir, si on regarde de plus près, on voit qu'il se passe quelque chose, que ça bouillonne à l'intérieur et que c'est à 2 doigts d'exploser. Ah oui, et c'est effectivement à deux doigts de crever la baudruche. Donc voilà, l'album s'appelle Neurosis, il est sorti fin 2020, il est réalisé, produit et distribué par Underground Thérapie. On a écouté tout à l'heure un morceau extrait de ce EP, mais là on va écouter un morceau en direct, en live. Les guitaristes ont amené leurs instruments acoustiques. Sarah se place devant le micro, et nous allons avoir droit à un morceau. Le temps que les guitaristes s'installent, Sarah, ce morceau, Anédonia. Oui, c'est ça. Anédonia, du coup, qui veut dire anédonie, qui est un symptôme de la dépression, qui signifie la perte de plaisir. Et évidemment, du coup, c'est une chanson qui parle de la dépression, mais comme je disais tout à l'heure, qui finit sur une note positive, où c'est pas seulement la dépression pour la dépression, c'est vraiment le fait de réussir à s'en sortir, qu'il y a une issue, et que c'est possible. Underground Thérapie, Anédonia, en direct pour Caramel Mou. Locked in a room, no light, no moon. Locked in my head, no light, no meds. Locked in my mess, no more, no less. Locked in my fears, I disappear.
locked in my mind. I waste my time, locked in the mist. I disappear. Tear the floor. I'm looking into the mirror. I'm gonna be so much more. I'm looking into the mirror. I'm looking into the mirror. I'm looking into the mirror. I'm gonna be so much more. On a terminé cette émission avec un morceau en direct, vivant d'Underground Therapy, Anedonia. Merci d'avoir rejoint ce petit studio pour nous offrir ce morceau. Bon vent et à très bientôt. N'oubliez surtout pas de nous donner des nouvelles lorsque vous en aurez et lorsque l'on pourra vous voir sur scène dans la région. Voilà, Caramel Mousse est terminé pour aujourd'hui. Dans pas très longtemps, on va retrouver le show de John Like. Il est là, il est juste en face de moi. Là, on va changer carrément de style de musique. Ça va taper fort. Je vais simplement vous rappeler que demain soir, sur ces zones de Campusienne, à partir de 21h, nouveau concert à la radio. Et demain soir, on écoutera un duo plutôt expérimental, Ludovic Schmidt à la trompette et Sarah Bro à la voix. Musique improvisée et c'est absolument superbe. À partir de 21h, donc demain sur campus, concert à la radio. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. On parlera de littérature puisque Pascal Dessin viendra nous parler de son dernier roman. Allez, salut les filles. Caramel.